pour appeler mon mari et de n'avoir trouvé qu'une table de chevet vide. J'avais été inconsciente pendant 11 jours. Je m'appelle Claire Morin. J'ai 38 ans, ou plutôt j'avais cet âge 3 semaines avant l'accident. J'avais finalisé la vente de mon cabinet d'architecture, l'entreprise que j'avais passé 9 ans à bâtir depuis un bureau à domicile avec un logiciel de dessin d'occasion et un prêt commercial pour lequel ma mère s'était portée caution. Le montant final du virement était de 8,5 millions d'euros. Je me souviens d'être restée assise dans la salle de conférence après le départ de tout le monde, regardant les documents signés empilés proprement devant moi, et pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais petite fille. Pas de tristesse, mais de quelque chose qui semblait trop vaste pour être nommé. J'ai appelé mon mari depuis le parking souterrain. Il n'a pas décroché. J'ai laissé un message vocal lui disant que j'avais quelque chose d'incroyable à partager et que je rentrais à la maison. Je souriais encore quand je me suis engagée sur l'autoroute. La pluie avait commencé 20 minutes plus tôt. Le poids lourd qui s'est déporté dans ma voie sur le viaduc l'a fait sans prévenir. Je ne savais rien de tout cela quand je me suis réveillée. L'infirmière de garde ce matin-là m'a dit doucement, avec cette prudence que les professionnels de santé utilisent pour délivrer des informations répétées, que j'avais eu un grave accident, que j'avais 2 côtes cassées, une fracture de la clavicule, un traumatisme crânien qu'il surveillait encore, et que j'avais beaucoup de chance d'être en vie. J'ai demandé mon mari. Elle a jeté un coup d'œil vers la porte. Juste un tressaillement, le genre de regard que les gens pensent cacher mais n'y parviennent jamais. Elle m'a dit qu'elle allait chercher le médecin de garde et qu'elle reviendrait tout de suite. Elle est restée partie longtemps. Le médecin qui est entré était une femme de grande taille avec des lunettes de lecture relevées sur le front et une expression qui me disait qu'elle avait déjà annoncé des nouvelles difficiles auparavant. Elle a expliqué mes blessures en détail. Elle a parlé du calendrier de rétablissement et des soins de suivi dont j'aurais besoin. Elle a mentionné que j'avais été enregistrée sous X pendant les 2 premiers jours parce que mes papiers d'identité n'avaient pas été retrouvés dans l'épave. J'ai attendu. J'ai encore demandé des nouvelles de mon mari. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, ce qui n'est jamais bon signe. Elle a dit qu'à la connaissance des dossiers de l'hôpital, personne n'avait été inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence lors de mon admission. Elle a dit qu'une fois mon identité confirmée, l'hôpital avait fait plusieurs tentatives pour joindre mes proches. Elle a marqué une pause et a choisi ces mots lentement. Elle a dit que le numéro de contact qu'ils avaient pour mon mari avait répondu une fois et que la personne qui avait décroché leur avait dit qu'ils avaient fait un faux numéro avant de raccrocher. Je suis restée allongée là avec mes 2 côtes cassées, ma clavicule fracturée et un cerveau qui essayait encore de se reconstruire. Et j'ai pensé au visage de mon mari quand il riait. J'ai pensé à la façon dont il brûlait toujours la première fournée de crêpes le dimanche matin mais réussissait parfaitement la seconde en faisant comme si les brûlés n'avaient jamais existé. J'ai pensé à 11 ans de mariage et à la façon dont il prononçait mon nom quand j'entrais dans une pièce. J'ai demandé si je pouvais emprunter le téléphone de quelqu'un. Il n'a pas répondu. J'ai laissé un message. J'ai rappelé depuis le téléphone portable d'une infirmière 1 heure plus tard en utilisant un numéro différent. Il a décroché à la 2e sonnerie. Il a dit allô de la façon dont on dit allô à un inconnu. J'ai dit son nom. J'ai dit que c'était moi. J'ai dit que j'étais à l'hôpital et que j'avais besoin de lui. Il y a eu un silence qui a duré assez longtemps pour que je comprenne que quelque chose n'allait pas du tout. Il a dit calmement et sans cruauté particulière que je devais arrêter d'appeler ce numéro. Puis il a raccroché. J'ai fixé le plafond de ma chambre d'hôpital pendant un long moment après cela. Le moniteur bipait. La perfusion coulait. Quelque part dans le couloir, une télévision diffusait une émission matinale. Ma meilleure amie Delphine a conduit 4 heures depuis Lyon pour être là dès le soir même. Elle est entrée dans ma chambre avec une valise à roulettes, un sac d'affaires qu'elle savait nécessaire, et une expression sur le visage qu'elle essayait visiblement de contenir. Je connaissais assez bien Delphine pour savoir qu'elle n'avait cet air-là que lorsqu'elle savait déjà quelque chose qu'elle ne voulait pas me dire. Je lui ai demandé ce qui se passait. Je lui ai demandé de tout me dire. Elle s'est assise, a pris ma main et me l'a dit. Mon mari avait dit aux gens que j'étais morte. Pas à tout le monde, pas par une annonce publique, mais aux personnes qui comptaient. Notre notaire commun, sa famille, nos voisins,
les deux couples avec qui nous dînions le premier samedi de chaque mois. Il leur avait dit que j'avais été tué dans l'accident, que je n'avais pas survécu. Il avait dit cela à notre notaire dans les 72 heures suivant le crash. Il lui avait dit qu'il devait discuter de la succession. Delphine l'avait découvert parce que notre voisine l'avait appelé pour lui présenter ses condoléances. Ne sachant pas que Delphine et moi étions toujours en contact régulier, Delphine avait essayé de joindre mon mari immédiatement et avait été bloquée. Elle s'était ensuite rendue à l'hôpital, s'était identifiée comme ma personne à contacter d'urgence, ce qu'elle était apparemment d'après les documents que j'avais remplis avec mon cabinet avant que la vente ne soit finalisée. Documents qui n'avaient pas encore été mis à jour dans le système propre de l'hôpital, et elle gardait cette information depuis 3 jours, attendant que je sois assez stable pour l'entendre. J'ai posé des questions sur le notaire. Delphine a dit que notre notaire, un homme nommé Maître Gérard, qui avait géré la vente de l'entreprise et rédigé nos documents de succession, avait dit à mon mari qu'il ne pouvait débloquer aucun actif ni discuter de la succession sans acte de décès. Elle a dit que Maître Gérard avait apparemment été méfiant dès le début et avait dit à mon mari qu'il devait venir avec de la documentation. Mon mari n'avait encore rien produit. J'ai dit que je devais appeler Maître Gérard. Delphine m'a tendu son téléphone. Maître Gérard a décroché dès la première sonnerie. Il a prononcé mon nom avec le soulagement particulier d'un homme qui espérait entendre une voix spécifique depuis un certain temps. Il a dit qu'il avait essayé de trouver un moyen de vérifier ce qu'on lui avait dit sans franchir les lignes qu'il n'était pas autorisé à franchir. Il a dit qu'il n'avait effectué aucun versement. Il a dit que mes comptes étaient gelés selon mes instructions car j'avais mis en place un gel de précaution par l'intermédiaire de mon conseiller financier le matin de la clôture de la vente, lequel était entré en vigueur automatiquement. Il a dit que mon mari n'était pas au courant de cela. Il a dit qu'il y avait autre chose. Il a dit que mon mari était venu à son étude la semaine précédente. Il n'était pas venu seul. Il avait amené sa femme. J'ai entendu ce mot et je l'ai senti me traverser comme de l'eau glacée. Maître Gérard a dit qu'elle était jeune. Il a dit qu'elle semblait mal à l'aise tout le temps. Il a dit qu'elle avait à peine parlé. Il a dit que lorsque mon mari l'avait présentée, elle avait regardé une photographie encadrée sur le bureau de Maître Gérard, une photographie de l'inauguration de notre cabinet où je me tenais devant l'entrée, et elle était devenue complètement immobile. Il a dit qu'elle avait saisi le bras de mon mari et avait dit qu'elle voulait partir. Il a dit que mon mari l'avait ignoré et avait continué à presser Maître Gérard au sujet de la documentation. Maître Gérard avait mis fin à la réunion peu après. J'ai demandé à Maître Gérard s'il avait appelé la police. Il a dit que ce que mon mari lui avait confié l'avait été dans le contexte d'une consultation juridique et que l'éthique de sa position était compliquée. Il a dit qu'il avait contacté l'ordre des avocats pour obtenir des conseils. Il a dit qu'on lui avait répondu que s'il avait des raisons de croire qu'un crime était activement commis contre une cliente vivante, il avait le devoir d'agir et que confirmer ma survie et protéger mes actifs était quelque chose qu'il était à la fois autorisé et obligé de faire. Il a dit qu'il était très heureux que j'ai appelé. J'ai passé la semaine suivante à passer des appels téléphoniques depuis un lit d'hôpital avec une clavicule fracturée. Je parlais à Maître Gérard tous les jours. Je parlais à mon conseiller financier qui a confirmé que mes comptes étaient intacts et sécurisés. J'ai parlé à une avocate en droit de la famille que Delphine avait trouvée pour moi. Une femme d'une 50aine d'années nommée Maître Béatrice qui avait la manière calme et posée de quelqu'un qui avait vu toutes les permutations possibles de la trahison humaine et n'en était plus surprise. Maître Béatrice m'a dit que ce que mon mari avait fait, déclarer faussement un conjoint vivant comme décédé pour accéder aux biens matrimoniaux, constituait une fraude et potentiellement toute une gamme d'autres accusations selon la juridiction et ce qu'il avait fait d'autre durant les semaines écoulées. J'ai posé des questions sur la femme qu'il avait amenée au bureau de Maître Gérard. Maître Béatrice a dit que c'était là que ça devenait compliqué. Elle a dit que si mon mari avait présenté à cette femme qu'il était veuf et l'avait épousée sous de faux prétextes, alors elle aussi était une victime. Elle a dit que je ne devais pas supposer qu'elle connaissait toute l'histoire. Elle a dit qu'avant de supposer quoi que ce soit sur n'importe qui, je devais essayer d'en savoir plus. Je suis restée allongée dans mon lit d'hôpital cette nuit-là et j'ai pensé à cette jeune femme dans le bureau de Maître Gérard devenant immobile en voyant ma photographie. J'ai pensé à elle saisissant le bras de mon mari et disant qu'elle voulait partir. Je ne savais pas quoi en penser.
J'ai mis cela de côté. Mon mari s'appelait Marc Lefebvre. Il avait 42 ans. Nous nous étions rencontrés lors d'une collecte de fonds pour un projet de développement urbain il y a 11 ans. Il avait été charmant et intéressant et semblait sincèrement admirer ce que je construisais. Nous avions été heureux, ou je croyais que nous étions heureux, ce qui, je le comprenais maintenant, n'était pas nécessairement la même chose. Ce que j'apprenais lentement par maître Gérard, par Delphine et par maître Béatrice, c'était que les 18 derniers mois de notre mariage avaient été quelque chose que je n'avais pas vu du tout. Il avait ouvert un compte séparé 8 mois avant l'accident et effectuait de petits virements irréguliers depuis notre compte joint, jamais plus de 200 € à la fois, souvent moins de 100, souvent déguisés au cours de la même semaine en achats ordinaires. Au moment de l'accident, il avait accumulé un peu plus de 14 000 € sur ce compte. Il avait également, dans les 2 semaines précédant mon accident, alors que nous vivions encore sous le même toit, demandé 2 cartes de crédit à mon nom en utilisant des documents auxquels il avait apparemment accédé dans mon bureau à domicile. C'était de là que venait son argent au début. Les costumes, les séjours à l'hôtel, les dîners au restaurant avec une femme de 5 ans de moins que moi. C'était mon crédit, mon nom. J'étais rentrée chez moi depuis 3 semaines, logeant chez Delphine. Quand l'appel est arrivé, c'était un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, il y a eu un bref silence, puis la voix d'une jeune femme a demandé si elle parlait à Claire Morin. J'ai répondu que oui. Elle a dit très doucement qu'elle s'appelait Léa. Elle a dit qu'elle était désolée de me déranger. Elle a dit qu'elle ne savait plus vers qui se tourner. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Elle a dit qu'elle était mariée à Marc Lefebvre depuis 6 semaines. Elle a dit que lorsqu'elle avait accepté de l'épouser, elle avait cru que sa femme était morte dans un accident de voiture sur l'autoroute. Elle a dit qu'il lui avait montré un avis de décès. Elle a décrit à quoi cela ressemblait, et elle a dit qu'elle n'avait aucune raison de le remettre en question. Elle a dit qu'elle avait grandi sans père et qu'elle avait une histoire compliquée, et que Marc semblait être quelqu'un de stable et fiable, ce qu'elle comprenait maintenant avoir été assez désespérée pour croire sans regarder de plus près. Elle a dit que le jour où il l'avait emmenée au bureau du notaire, elle avait vu une photographie sur le bureau. Elle s'est arrêtée. Je pouvais entendre sa respiration. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu sur la photographie. Elle a dit qu'elle avait vu un visage qu'elle portait dans sa mémoire pendant la majeure partie de sa vie. Elle a dit qu'elle avait vu un visage que sa mère lui avait montré sur une de ses propres photos, une photo que sa mère gardait dans une boîte en cèdre dans le placard et qu'elle n'avait jamais complètement expliquée. Elle a dit qu'elle avait interrogé sa mère sur la femme de cette photo de nombreuses fois. Sa mère avait toujours changé de sujet. Elle a dit que sa mère était morte il y a 2 ans. Elle a dit que dans les semaines suivant le tri des affaires de sa mère, elle avait trouvé la boîte en cèdre. Elle avait trouvé la photographie. Elle avait trouvé d'autres choses aussi, des lettres, des documents, des choses que sa mère ne lui avait jamais montrées. Je suis restée très immobile. Elle a dit que sa mère avait eu une liaison avec un homme à la fin des années 90. Elle a dit que cela avait été bref et que l'homme y avait mis fin sans explication pour retourner auprès de sa famille, et sa mère ne lui avait jamais dit qu'elle était enceinte. Elle a dit que le nom de l'homme était Robert Morin. Le nom de mon père est Robert Morin. Je n'ai pas parlé à mon père depuis 14 ans. Il a quitté ma mère quand j'avais 24 ans. Il s'est remarié avec quelqu'un d'autre, a déménagé dans une autre ville et a progressivement cessé de répondre aux appels. Ce n'était pas dramatique. C'était ordinaire et dévastateur. Et j'avais fait la paix avec cela de la façon dont on fait la paix avec une blessure qui a guéri de travers. Ça ne faisait plus mal constamment. Mais certains mouvements provoquaient encore une douleur. Léa avait 24 ans. Sa mère avait été liée à mon père à la fin des années 90 quand j'étais adolescente. Elle était née en 1999 quand j'avais 14 ans. Elle était ma demi-sœur. Je veux décrire ce qui s'est passé en moi au moment où j'ai compris cela, mais je ne suis pas sûre d'avoir les mots pour le faire. Ce n'était pas une chose simple. C'était complexe et étrange et cela m'a traversé par vagues, chacune apportant quelque chose de différent. Il y a eu du chagrin d'abord, du chagrin pour ce qu'aucune de nous deux n'avait su. Du chagrin pour toutes les années qui avaient existé l'une à côté de l'autre sans se toucher. Il y avait de la colère envers mon père,
qui était apparemment capable de quitter non pas une mais deux familles sans rendre de compte sur ce qu'il laissait derrière lui. Il y avait autre chose aussi, plus calme et plus difficile à nommer, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Je lui ai demandé si elle était en sécurité. Elle a dit qu'elle logeait chez une amie. Elle a dit qu'elle n'était pas retournée à l'appartement qu'elle partageait avec Marc depuis le jour chez le notaire. Elle a dit qu'elle avait pris ses documents et la boîte en cèdre et qu'elle était partie pendant qu'il était sorti, sans lui dire où elle allait. Elle a dit qu'elle avait peur de ce qu'il ferait quand il réaliserait qu'elle ne reviendrait pas. Je lui ai dit de rester où elle était. Je lui ai dit que j'allais lui donner le numéro de téléphone de Maître Béatrice. Je lui ai dit qu'elle avait besoin d'un conseil juridique elle aussi, et que Maître Béatrice lui dirait exactement quels étaient ses droits et quoi faire ensuite. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. J'ai dit, j'ai regardé cette même question toute ma vie sans le savoir. J'ai dit, je pense que nous devons nous rencontrer. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je le pense aussi. Ce qui a suivi n'a été ni rapide ni simple. Maître Béatrice a passé beaucoup de temps à nous conseiller toutes les deux séparément, étant donné que nous avions des intérêts distincts dans la situation, bien qu'elle ait aidé Léa à entrer en contact avec un confrère qui pourrait la représenter de manière indépendante. Marc a reçu l'assignation un mardi matin. Maître Gérard a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Les accusations de fraude qui ont finalement été déposées comprenaient la fraude électronique, l'usurpation d'identité pour les cartes de crédit qu'il avait ouvertes à mon nom, et de fausses déclarations à un notaire dans le but d'obtenir l'accès aux biens de la succession. La question de la bigamie était techniquement compliquée puisqu'aucune procédure de divorce n'avait été entamée, ce qui signifie que Marc était toujours légalement marié avec moi lorsqu'il a épousé Léa, ce qui a créé son propre ensemble distinct de charges. Le matin de son arrestation, j'étais assise dans la cuisine de Delphine à boire du café et à regarder la pluie contre la fenêtre. Delphine est entrée et m'a montré la notification d'information sur son téléphone sans rien dire. Je l'ai regardée pendant un long moment. Puis j'ai posé mon café et je me suis remise à regarder la pluie. Les gens demandent si je me suis sentie mieux quand c'est arrivé. J'ai ressenti quelque chose, mais mieux n'est pas tout à fait le mot juste. Il y a un type spécifique d'épuisement qui vient avec le fait d'être trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance depuis longtemps. Cela ne se lève pas de façon spectaculaire. Cela s'estompe progressivement comme un bleu. Et certains jours, vous appuyez dessus et ça fait encore mal. Et d'autres jours, vous oubliez que c'était là. J'ai rencontré Léa pour la première fois en personne un samedi d'avril dans un petit restaurant de Valence que Delphine avait choisi spécifiquement parce qu'il était calme, qu'il avait une bonne lumière naturelle et des tables d'angle où l'on pouvait s'asseoir le dos au mur sans se sentir exposé. Delphine m'y a conduite et s'est assise 2 tables plus loin avec son livre et un verre de thé glacé, assez près pour être présente et assez loin pour nous laisser de l'espace. Léa était déjà là quand je suis arrivée. Elle était assise à la table d'angle avec ses mains entourant une tasse de café. Et elle a levé les yeux quand je suis entrée de la façon dont les gens lèvent les yeux quand ils ne savent pas s'ils espèrent quelque chose ou s'ils en sont terrifiés. Elle avait les cheveux sombres et une façon particulière de se tenir qui était prudente et observatrice. Le langage corporel de quelqu'un qui avait appris tôt à prêter attention à ce qui l'entoure. Elle avait les yeux de mon père. J'avais passé 24 ans à regarder ses yeux dans le miroir sans réaliser que je les partageais avec quelqu'un que je n'avais jamais rencontré. Nous sommes restées assises l'une en face de l'autre pendant un moment sans parler. Puis elle a mis la main dans le sac à côté d'elle et a posé la boîte en cèdre sur la table entre nous. À l'intérieur se trouvait une photographie. Elle était vieille et imprimée sur le papier légèrement brillant du début des années 90. Les couleurs étaient un peu chaudes et passées comme le sont toujours les photos de cette époque. Elle montrait mon père debout devant une voiture que je reconnaissais de mon enfance, plissant légèrement les yeux au soleil, son bras autour d'une femme que je ne connaissais pas. À côté de la femme, à moitié cachée derrière sa jambe, se trouvait une petite fille de peut-être 3 ou 4 ans avec des cheveux bouclés sombres et des yeux énormes. En dessous, dans un autre emplacement, se trouvait une autre photographie. Celle-ci montrait une adolescente à ce qui semblait être un événement scolaire, tenant un certificat roulé et regardant directement l'appareil photo avec une expression qui était faite de fierté et de timidité. La fille sur cette photo, c'était moi à 14 ans. Je n'avais aucun souvenir que cette photo ait été prise.
Je n'avais aucune idée de comment elle s'était retrouvée dans une boîte en cèdre appartenant à une femme que je n'avais jamais rencontrée. J'ai regardé Léa. J'ai regardé les photographies. J'ai pensé à mon père, qui avait mené 2 vies séparées dans la même ville et avait apparemment gardé trace de nous deux sans jamais nous laisser savoir que l'autre existait. J'ai demandé, depuis combien de temps ta mère savait-elle pour moi? Léa a dit qu'elle pensait que sa mère savait pour moi depuis le début. Elle a dit qu'elle pensait que sa mère avait suivi ma vie discrètement pendant des années, pas de manière intrusive, pas d'une manière qui cherchait le contact, mais à la façon de quelqu'un qui avait besoin de savoir qu'une partie d'une personne qu'elle avait aimée était encore dans le monde. J'ai pensé à cela pendant longtemps. Voici ce que je sais maintenant que je ne savais pas avant. Que les gens qui nous élèvent et nous aiment sont aussi des gens que nous ne voyons jamais complètement. Avec des vies intérieures entières, des histoires et des choix qui ont eu lieu avant notre arrivée et qui se sont poursuivis à nos côtés sans que nous le sachions. Mon père avait été 2 pères différents dans 2 maisons différentes. La mère de Léa avait porté une photo de moi pendant 20 ans. Marc avait construit un avenir séparé tout en prenant son petit déjeuner en face de moi chaque matin. J'avais vendu mon entreprise pour 8,5 millions d'euros et j'étais rentrée pour partager la nouvelle avec quelqu'un qui était déjà en train de décider que je valais plus morte que vive. Je ne suis plus la même personne qu'avant le pont sur l'autoroute. Je ne suis pas sûre d'être pire pour autant. Je suis plus prudente maintenant, d'une manière qui n'est pas du cynisme, où j'essaie de l'être. Je sais mieux faire la différence entre la façon dont quelqu'un agit autour de vous et qui il est réellement. Bien que je sache que cette compétence a ses limites et je ne vais pas prétendre le contraire. Ma clavicule a guéri, mes côtes ont guéri, le cerveau prend plus de temps d'une manière qui n'est pas toujours visible de l'extérieur. Certains matins, je me réveille et le monde est parfaitement clair, et certains matins, il y a un léger flou sur les bords que mon médecin dit qu'il continuera à s'améliorer. Je prends les choses un matin à la fois. L'entreprise que j'ai bâtie existe maintenant sous une direction différente et j'ai les ressources pour faire ce que je veux ensuite. Je n'ai pas encore décidé. J'ai pris le temps de décider avec soin, ce qui est un luxe que je n'avais pas avant et que je ne prends pas à la légère. Léa et moi avons dîné 6 fois ensemble depuis le restaurant de Valence. Nous ne nous appelons pas encore sœurs à haute voix, pourtant. Je pense que nous savons toutes les 2 que c'est ce que nous sommes. C'est un mot qui a besoin de temps pour s'ajuster après avoir été inexistant entre nous pendant si longtemps. Nous apprenons à nous connaître lentement, comme on doit le faire quand on commence au début au milieu de 2 vies déjà en cours. Elle est vive et observatrice et parfois drôle d'une manière sèche et tranquille qui me surprend. Elle travaille sur sa propre colère face à la situation, envers Marc, envers mon père, envers le silence de sa mère. Et je reconnais cette colère parce que j'ai vécu à l'intérieur de quelque chose de similaire pendant longtemps. Le mois dernier, elle m'a envoyé par SMS une photo de 2 tasses de café côte à côte sur une table à l'endroit près de son appartement où elle travaille le matin. La légende disait « Je t'ai réservé une place quand tu seras en ville ». J'ai regardé cette photo pendant un long moment avant de répondre. Puis j'ai écrit « Je serai là jeudi ». Il y a quelque chose sur lequel je reviens sans cesse dans les moments plus calmes. Ce n'est pas quelque chose que j'ai complètement résolu, plutôt quelque chose que je porte avec moi et que je retourne occasionnellement comme on le fait avec les choses qui comptent. C'est la question de ce que nous manquons quand nous ne prêtons pas attention, et si une partie de tout cela était toujours là, à attendre, patiente et sans hâte, jusqu'à ce que nous soyons enfin prêts à le voir. La nuit de l'accident, je rentrais chez moi pour dire à mon mari quelque chose de merveilleux. La route était mouillée. Le poids lourd a traversé ma voie. 11 jours plus tard, j'ai ouvert les yeux dans une chambre d'hôpital. Et tout ce que je pensais savoir sur ma vie s'était décalé de 10 centimètres vers la gauche. Et quelque part de l'autre côté de cette même ville, une jeune femme que je n'avais jamais rencontrée vivait à l'intérieur d'un mariage bâti sur un mensonge, portant une boîte en cèdre remplie de photos qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Attendant une histoire dont elle ne savait pas encore qu'elle faisait partie. Nous ne choisissons pas l'endroit où la route se brise. Nous choisissons seulement ce que nous faisons quand nous nous retrouvons debout